Il n'était qu'un numéro parmi d'autres, le 47, boitant dans l'oubli. Le berger allemand restait immobile dans un coin du parc d'enchères, la tête basse, le regard perdu dans le vide. Contrairement aux autres chiens qui aboyaient ou tournaient en rond, celui-ci avait abandonné. Son pelage emmêlé ne parvenait pas à masquer ses côtes saillantes. Une cicatrice irrégulière fauchait son oreille gauche et chaque fois qu'il déplaçait son poids, sa patte arrière tremblait sous la douleur. Une douleur qu'il ne prenait même plus la peine de cacher. Aurélien Morel n'avait jamais eu l'intention de se rendre ce jour-là à la vente aux enchères du comté, installé dans l'ancien hangar à bestiaux de Villemur-sur-Lignon. Et pourtant, quelque chose l'avait poussé à y aller. Ce même élan silencieux qui, depuis l'accident dans la mine, le sortait du lit chaque matin comme un devoir sans nom. Lorsqu'il croisa le regard du berger allemand, le temps sembla suspendre sa course. Dans ses yeux ambrés, pleins de résignation, Aurélien reconnut une chose qu'il voyait dans son propre miroir chaque jour. Un survivant qui n'était pas sûr de mériter sa survie. La voix monocorde du commissaire-priseur résonnait dans le hangar poussiéreux. Lot numéro 47. Mal blessé. Aucun historique disponible. Mise à 20 €. Quelqu'un ? Un silence épais s'installa. Pas une main ne se leva. Personne ? Une fois ? Deux fois ? La main d'Aurélien se leva avant que son cerveau ne puisse objecter. Adjugé à l'homme du fond. La salle se vida lentement, mais Aurélien resta figé un instant. Il ne savait pas exactement pourquoi il avait levé la main, mais une chose était sûre. Ce chien n'était pas destiné à finir oublié dans une cage. Pensez à liker cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, place à la suite de l'histoire. Villemur-sur-Lignon avait commencé à mourir bien avant l'effondrement de la mine. Les anciennes maisons de la société minière penchaient le long des rues fendillées. Leur peinture craquelait comme une peau malade. La poussière de charbon s'infiltrait partout, dans les joints des fenêtres, les gorges, les souvenirs. C'était elle qui avait construit la ville, et c'était elle qui la tuait à petit feu. 3 mois plus tôt, quand la galerie avait cédé, ensevelissant 14 hommes, le cœur du village s'était arrêté pour de bon. Le vieux pick-up d'Aurélien cahotait sur le chemin de terre qui menait à l'ancienne cabane de son grand-père, isolée au fond des bois. À 34 ans, son visage en paraissait 10 de plus. Ses larges épaules, jadis redressées avec la fierté d'un mineur de 3e génération, s'étaient affaissées comme sous un poids invisible. L'explosion ne lui avait laissé que peu de marques physiques. Une cicatrice rugueuse sur le front, une oreille abîmée. Mais les blessures invisibles, elles, le rongeaient jusqu'à l'os. Il était le seul à être ressorti vivant de ce cauchemar. Sur le siège passager, le chien ne bougeait pas. Il ne reniflait pas l'air comme le ferait n'importe quel autre animal nouvellement adopté. Il restait figé, le regard droit devant, comme s'il attendait des ordres. Aurélien jeta un coup d'œil. On dirait qu'on est 2 épaves maintenant, hein ? Aucun mouvement, aucun aboiement, rien. La cabane apparut entre les sapins, simple structure de bois bruni par le temps. Aurélien s'y était réfugié dès sa sortie de l'hôpital, incapable d'affronter les veuves et les enfants sans père qui posaient tous la même question sans la formuler. « Pourquoi toi ? Et pas eux ?» Le chien entra sans hésiter, boitant mais discipliné. Il inspecta la pièce avec méthode, s'arrêtant dans un coin d'où il pouvait surveiller toutes les issues. Un chien militaire, pensa Aurélien, ou un chien de sauvetage. Quelque chose dans ses mouvements précis lui était étrangement familier. À quelques kilomètres de là, dans la rédaction du Courrier des Monts, Élise Garnier fixait son écran d'un air concentré. À 28 ans, elle était déjà la rédactrice principale du petit journal local en sursis. Son mur était tapissé de photos de familles endeuillées, de communiqués de la compagnie minière des Massifs, d'articles de presse raturés et de documents officiels. 14 hommes avaient disparu et la société avait déjà indemnisé la plupart des familles. Mais quelque chose clochait dans le rapport d'enquête. Et Élise ne pouvait pas tourner la page. Pendant ce temps, dans un appartement exigu, à une 50aine de kilomètres de là, un homme qui répondait autrefois au nom de Laurent Aymon fixait un journal télévisé local. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il éteignit l'écran. Ses fantômes à lui n'avaient pas disparu. Le matin filtrait à travers les vitres poussiéreuses alors qu'Aurélien remplissait un vieux bol d'eau. Le chien n'avait pas bougé de son coin de la nuit, pas un pas, pas un gémissement. Ses yeux suivaient chacun des gestes d'Aurélien, avec une intelligence lasse. « Tu devrais manger quelque chose ?» murmura Aurélien, la voix éraillée. Il déposa des croquettes achetées au petit commerce du village sur le trajet.
le chien n'approcha que lorsqu'Aurélien recula. Il mangea sans empressement, méthodiquement, comme s'il accomplissait une tâche. Depuis la table de la cuisine, Aurélien l'observait, les mains autour d'un café devenu tiède. « Qu'est-ce qu'on t'a fait, mon vieux ?» murmura-t-il. Le chien s'arrêta un instant, dressa l'oreille, puis reprit son repas indifférent. L'après-midi venu, Aurélien tenta de nettoyer le pelage emmêlé et de vérifier les blessures. Le chien se laissa faire sans résister, mais se raidit quand les doigts d'Aurélien effleurèrent un collier dissimulé sous la crasse. Il était en nylon noir, robuste, bien trop industriel pour être un collier de compagnie. Lorsqu'Aurélien retourna la plaque, son souffle se coupa. Gravé dans le métal, on pouvait lire UESM et un numéro. Unité de secours de la mine de Saint-Maur. Son cœur s'emballa. Ce chien venait de sa propre mine. L'impact fut brutal. Des souvenirs qu'il croyait enfouis remontèrent. Le vacarme, la poussière, les cris, puis le silence. Il se recula observant le chien d'un œil neuf. « Tu étais là, n'est-ce pas ?» Ce matin-là, le regard du chien croisa le sien. Et dans cette seconde suspendue, il crut y voir une forme de reconnaissance, avant qu'elle ne s'évanouisse. Ce soir-là, un coup à la porte le tira d'un sommeil agité sur le canapé. Le berger allemand bondit, se plaçant entre Aurélien et l'entrée. Position défensive, pas agressive. Doucement, souffla Aurélien, mais il sentit l'adrénaline lui vriller la colonne. Personne ne venait jamais ici. C'était tout l'intérêt. Sur le perron, Élise Garnier attendait, carnet en main, le regard déterminé malgré son jeune âge. Aurélien la reconnut immédiatement. Il l'avait vue à l'hôpital, aux enterrements. Toujours présente, toujours silencieuse. « Monsieur Morel, je suis Élise Garnier du Courrier. Je voudrais vous poser quelques questions. » Il secoua la tête. « J'ai déjà tout dit aux enquêteurs. »« Je ne suis pas là pour ça, » répondit-elle calmement, ses yeux glissant vers le chien apparu à côté d'Aurélien comme une ombre protectrice. « Je suis ici pour votre chien. » Aurélien fronça les sourcils. « Je l'ai récupéré hier, à l'enchère du comté. » Élise hocha la tête comme si elle s'y attendait. « J'ai passé ces dernières semaines à enquêter sur ce qu'il est advenu des équipements de secours après la fermeture de l'unité de la compagnie minière des Massifs, notamment sur l'unité canine. » Les doigts d'Aurélien se crispèrent sur le chambranle de la porte. « Quel est votre objectif, Madame Garnier ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Rien de plus que la vérité, » répondit-elle avec simplicité. « Et je pense que ce chien peut nous y conduire. » Contre toute logique, contre toute prudence, il s'écarta et la laissa entrer. Le berger allemand ne la quitta pas des yeux, mais ne fit aucun geste menaçant. Aurélien fit du café, un reste de politesse hérité de sa mère, pendant qu'Élise étalait ses documents sur la table. Elle lui expliqua comment, dès la fin de l'enquête officielle, la compagnie avait liquidé l'unité de secours. Matériel vendu, dossier scellé sous accord de confidentialité et les chiens dispersés. 2 avaient été transférés vers d'autres sites miniers dans l'Ouest. Le 3e avait été déclaré inapte au travail en raison de troubles post-traumatiques. Ce qui, dans le jargon des grandes entreprises, veut dire « trop abîmé pour être utile », conclut-elle. Aurélien jeta un regard au chien assis près de la fenêtre, toujours alerte. « Il ne semble pas dangereux, juste brisé, comme tout le reste ici », murmura-t-il. « Voilà ce que je ne comprends pas, monsieur Morel. Ces chiens valent des dizaines de milliers d'euros en formation. Ils ne finissent pas à des ventes aux enchères municipales, à moins que quelqu'un veuille qu'on les oublie. » Aurélien n'acquiesça. « Ou qu'on les fasse disparaître. » Le chien se mit à remuer, nerveux, allant de la porte à la fenêtre. Aurélien finit par lui ouvrir. Il fila vers le pick-up et se posta près de la portière passager, le regard insistant. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Élise. Aurélien sentit une froideur lui couler dans la poitrine. « Il veut retourner à la mine. » Il n'eut même pas besoin de réfléchir. Il attrapa ses clés, sa veste. « J'y vais. Je viens avec vous, » répondit Élise, déjà en train de suivre. Il ne protesta pas. Sur la route, le chien resta droit dans la benne du véhicule, les yeux braqués vers l'avant. C'était la première fois qu'il paraissait totalement présent, comme si une mission l'animait, une mission qu'Aurélien ne comprenait pas encore, mais il savait, au plus profond de lui, que quelque chose les attendait là-bas. L'entrée de la galerie, désormais murée, ressemblait à une plaie béante refermée à la hâte sur le flanc de la montagne. Barrières de béton, grillages, rubans de sécurité défraîchis, des panneaux d'avertissement battus par le vent de fin d'après-midi. Aurélien arrêta le pick-up en retrait, les phares éteints. Ses mains tremblaient sur le volant. « Je ne suis pas revenu ici depuis... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'avait pas besoin. Le chien pleurnicha faiblement pour la première fois depuis son arrivée. Élise resta silencieuse sur le siège passager, lui laissant l'instant. «
Quand il ouvrit enfin la portière, le chien bondit dehors, trottant d'un pas assuré, vers le grillage, le museau en alerte. Aurélien le suivit lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Le sol sous ses bottes était celui où, 3 mois plus tôt, des familles avaient supplié pour un miracle qui ne vint jamais. Lui seul avait émergé du silence. « Il sait exactement où il va », observa Élise, oubliant même de prendre des notes. Aurélien hocha la tête. Ses chiens sont entraînés à se souvenir des points d'entrée et des trajets, mais alors qu'il prononçait ces mots, une image surgit dans son esprit. Floue, brisée, mais insistante. Une salle d'entraînement, une voix, la sienne, donnant des ordres, et ce chien plus jeune répondant avec une précision militaire. Il s'arrêta, le souffle court. « Attends une seconde ». Le chien s'était figé à sa voix, la tête tournée vers lui, attentif. Aurélien s'agenouilla, malgré la douleur de sa jambe, tendit une main tremblante. « Falco !» souffla-t-il. Le chien dressa les oreilles, un frisson parcourut son dos. « Falco, reste !» ordonna-t-il doucement, en faisant le geste associé. Le chien obéit immédiatement, figé, les yeux rivés sur lui. Aurélien sentit ses jambes flancher. « Mon Dieu, c'est toi !» Élise le regarda, bouche bée. « Vous le connaissez ?» Aurélien posa une main tremblante sur la tête du chien. « Je l'ai entraîné, il y a 3 ans, avant que je ne retourne dans les galeries. J'étais dans le programme de formation canine lancé par la compagnie. Il était mon partenaire. » Sa voix se brisa. « Ils m'ont dit que les chiens avaient été réaffectés. Je n'ai jamais su où il était allé. » Le chien poussa doucement sa tête dans la paume d'Aurélien. C'était le premier geste d'affection depuis leur rencontre. Élise fronça les sourcils. « Vous avez dit que le programme avait été arrêté ?» Aurélien acquiesça, des souvenirs en cascade. « Officiellement pour des raisons budgétaires. Ils m'ont proposé un poste sous terre, mieux payé. Je n'ai pas hésité. » Il secoua la tête, amer. « Jamais je n'aurais pensé le retrouver dans cette mine. » Falco s'était remis en mouvement, longeant le grillage vers le versant est du site. Ses gestes devenaient plus pressants. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Élise. « Il cherche. C'est un chien de sauvetage. Il est en train de... » Il s'interrompit, l'angoisse lui serrant la gorge. « Mais il n'y a rien là-bas. Ce n'est même pas l'entrée principale. » Ils le suivirent jusqu'à un fossé longeant la route d'accès. Falco se mit à creuser avec frénésie. « Ça n'a aucun sens, » murmura Aurélien, s'agenouillant à ses côtés. « Ce n'est pas une zone d'entrée. » Élise filmait déjà avec son téléphone. « Il pourrait y avoir une autre ouverture. Quelque chose qui ne figure pas sur les plans officiels ?» Aurélien secoua la tête. « J'ai travaillé ici 10 ans. Il n'y avait que 2 accès. L'entrée principale et la sortie d'urgence. Les 2 sont de l'autre côté. » Mais même en parlant, il sentait un doute naître en lui. La compagnie avait contourné bien des règles. Cela, il le savait déjà. Qu'avait-il encore pu cacher? Falco grattait avec une telle intensité que la terre volait par poignées. Aurélien le retira doucement. « Doucement, mon vieux !» Le chien s'écarta à contre-cœur. Aurélien dégagea les derniers centimètres à la main, révélant un morceau de tissu. Il l'extirpa lentement. Un gant de travail, sale, raidi par la poussière et la boue. « Ça pourrait appartenir à n'importe qui », dit Élise, bien qu'un éclat brilla dans sa voix. Aurélien retourna le gant. À l'intérieur, des initiales à peine lisibles, écrites au feutre, AM. « C'est le mien », murmura-t-il. « D'avant l'accident. » Élise le regarda. « Mais comment a-t-il pu arriver ici ?» Aurélien fixa Falco, qui l'observait intensément. « Je l'avais sur moi, quand l'explosion a eu lieu, et quand on m'a sorti. » Il ferma les yeux, le souffle court. « À moins que... » « À moins quoi ?» souffla Élise. « À moins que j'ai été ici, avant pendant les recherches. » La tête d'Aurélien bourdonnait. Les souvenirs, fragmentés, s'assemblaient à toute vitesse. Il n'était plus certain de rien, sauf d'une chose, Falco se souvenait. Et il essayait de lui faire comprendre quelque chose que personne n'avait vu. Le retour à la cabane se fit dans un silence chargé, seulement troublé par les faibles gémissements de Falco, qui restait collé à la jambe d'Aurélien comme pour le soutenir. Élise compulsait ses notes, les yeux encore fixés sur le gant boueux qu'elle avait rangé dans un sac plastique sorti de son sac à dos. « Il faut que je recoupe ça avec les premiers rapports d'intervention, » dit-elle enfin. « Je repasserai demain matin. Il y a des éléments que je veux absolument vérifier. » Aurélien n'acquiesça d'un signe de tête, trop bouleversé pour formuler une pensée claire. Après son départ, il resta assis sur les marches de la véranda, observant Falco qui patrouillait lentement autour du terrain. Il n'avait plus ce regard vide. Quelque chose s'était rallumé en lui. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-il à voix haute. Falco revint se coucher à ses pieds, tête posée sur ses pattes, les yeux toujours aussi vifs. « Mais je ne comprends pas comment tu étais là ce jour-là. »
ni comment tu t'es retrouvé dans cette foutue cage. Le chien silencieux soutint son regard. Il y avait là une sorte de patience, presque de la résignation. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Falco ne monta pas la garde dans un coin. Il s'installa au pied du lit d'Aurélien. Et pour la première fois depuis l'effondrement, Aurélien dormit sans cauchemar. Au petit matin, la pluie martelait le toit en tôle. Debout devant la fenêtre de la cuisine, Aurélien regardait les gouttes ruisseler sur la vitre quand des flashs de mémoire jusque-là inaccessibles envahirent son esprit. Falco jeune, dans le centre de formation, ses propres mains donnant des ordres. La fierté lorsqu'il avait réussi sa certification. Il murmura « Je t'ai laissé tomber ». Le poids de cette vérité l'écrasa. Quand ils ont fermé le programme canin, j'ai accepté le poste dans les galeries. J'ai tourné la page au lieu de te suivre. Où qu'il t'ait envoyé. Falco s'approcha lentement et posa sa tête contre sa cuisse, comme pour lui dire que ce n'était pas grave. Que le passé, aussi lourd soit-il, ne devait pas être une prison. Le crissement de pneus sur le gravier annonça l'arrivée d'Élise. Elle bondit hors de sa voiture, abritant un dossier sous sa veste trempée. Son visage trahissait une excitation nerveuse. « J'ai passé la nuit à fouiller les archives du journal », dit-elle en entrant, dégoulinante. « Écoutez ça, le rapport officiel mentionne 13 victimes, plus le contremaître, Adrien Cazel. » Aurélien hocha la tête. « C'est ça, 14 hommes perdus. » Sauf que les premières données des secours signalaient 15 balises de survie actives après l'effondrement. 15 Aurélien. Il fronça les sourcils. Ça peut être un dysfonctionnement. Les balises peuvent désactiver à l'impact. Peut-être, mais ce n'est pas tout. Elle sortit un autre document. Pendant les 48 premières heures, la compagnie a sous-traité l'intervention à une société privée de sauvetage. Les secours Altis. 2 chiens ont été déployés. L'un d'eux correspond exactement à la description et au numéro d'identification de Falco. Aurélien tourna lentement la tête vers le chien, qui, à nouveau, s'était placé près de la porte, les oreilles dressées. Donc, Falco faisait bien partie de la mission de secours. C'est comme ça qu'il a retrouvé mon gant. Élise hocha la tête. Mais voilà où ça devient étrange. Dès que les secours fédéraux ont pris la relève et déclaré la mission comme un récupérage de corps, les secours Altis ont disparu. Aucun suivi, aucune mention. Et un mois plus tard, Falco se retrouve squelettique, boitant, vendu au rabais dans un coin de campagne. La colère monta en flèche dans la poitrine d'Aurélien. Quelqu'un a voulu s'en débarrasser. Un aboiement sec de Falco les interrompit. Il était parfaitement droit, oreilles pointées vers la fenêtre, le poil hérissé. Aurélien se précipita à ses côtés. Un SUV noir aux vitres teintées était stationné au bout de l'allée. « Reculez de la fenêtre !» souffla-t-il, entraînant Élise avec lui. « Falco, garde !» Le chien se plaça entre eux et la porte, muscles tendus, mais sans agitation. Juste près. Ils attendirent. De longues minutes s'écoulèrent. Finalement, le SUV recula et disparut dans les bois. Aurélien resta tendu, le regard fixé sur l'allée désormais vide. « Ils reviendront ?» dit-il d'une voix grave. On a mis le doigt là où il ne fallait pas. Élise s'approche lentement. Il faut rendre tout ça public, même avec les éléments encore incomplets. S'ils savent qu'on est surveillé, ça peut nous protéger. Aurélien secoua la tête. Pas encore, pas tant qu'on n'a pas compris ce que Falco essaie de nous montrer. Les jours suivants, Aurélien recommença à entraîner Falco. Les vieux automatismes revinrent vite. Le chien semblait soulagé de retrouver ses repères, comme s'il renaissait à mesure que les ordres et exercices lui étaient rendus. Sa boiterie s'atténua, son pelage retrouva de l'éclat. Élise revenait chaque jour, apportant ses trouvailles, ses doutes, ses notes. Le SUV noir fut repéré garé près des locaux du courrier. Quelqu'un força la serrure du pick-up d'Aurélien sans rien voler, une menace. Claire. Le 5e jour, ils retournèrent sur le site de la mine. Falco les guida directement au fossé où ils avaient trouvé le gant. Mais cette fois, il continua au-delà. Il rampa à moitié dans un vieux conduit d'évacuation avant de ressortir, quelque chose dans la gueule. Un objet couvert de boue qu'Aurélien nettoya avec précaution grâce à une bouteille d'eau tendue par Élise. « C'est un rapport d'inspection ?» demanda-t-elle, s'approchant. Aurélien hocha la tête, l'air blême. Il reconnut le formulaire officiel, malgré les dégâts. C'est daté d'une semaine avant l'effondrement. Et ses initiales, ce sont celles d'Adrien Cazel. Élise confirma. Le contremaître déclaré mort. Aurélien serra le rapport dans ses mains. Ce document signale des niveaux dangereux de méthane dans la galerie. Il recommande une évacuation immédiate. Son regard se durcit. Ce rapport n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Ils l'ont enterré, murmura Élise, la gorge serrée. Littéralement. Falco pleurnicha doucement.
griffant le sol près du conduit comme pour dire « Ce n'est pas fini ». Aurélien posa la main sur sa nuque. « Pas aujourd'hui, mon vieux. On va s'organiser. » Alors qu'il remontait vers le véhicule, Aurélien aperçut un pick-up stationné sur la route d'accès. Un homme, en uniforme de sécurité privée, les observait à la jumelle puis parla dans une radio. Aurélien pressa le pas. « Ils savent qu'on cherche », dit-il à Élise, « et ils vont tout faire pour nous arrêter. » Le lendemain matin, le silence qui régnait dans la cabane d'Aurélien fut brisé par un détail glaçant. La porte d'entrée était entr'ouverte. Le cœur battant, il appela aussitôt « Falco !» Aucune réponse. Il se précipita à l'extérieur, les jambes tremblantes. Un aboiement familier résonna au fond du terrain. Falco était là, figé près de la lisière boisée, debout au-dessus d'un petit objet noir déchiré et détrempé par la rosée. Le collier, son ancien collier, celui qu'Aurélien avait retiré quelques jours plus tôt, il était revenu, lacéré, jeté sur sa propriété comme un avertissement. Quelqu'un est entré dans la maison pendant la nuit, réalisa-t-il, la mâchoire crispée. Quand Élise arriva 1 heure plus tard, elle avait le teint pâle et les yeux cernés. « Ils ont envoyé une lettre à la rédaction ce matin », annonça-t-elle en tendant une enveloppe à Aurélien. « Ils prétendent que tu souffres d'un trouble mental sévère, que tes obsessions sont liées à un stress post-traumatique. Ils t'accusent d'avoir projeté ton traumatisme sur Falco. » Aurélien grimaça. « Ils essaient de me faire passer pour un déséquilibré. Mon rédacteur en chef commence à avoir peur. Il dépend beaucoup des financements de la compagnie. » Elle marqua une pause, et ce n'est pas tout. Ce matin, j'ai trouvé des photos de moi sur mon pare-brise. En train d'entrer chez toi, Aurélien se redressa brusquement. Alors maintenant, ils insinuent qu'on... Il n'acheva pas sa phrase. L'écœurement parla pour lui. Ils sont prêts à tout. Peut-être qu'on devrait ralentir, souffla Élise, même si sa voix manquait de conviction. Au moins jusqu'à ce qu'on ait des preuves solides. Aurélien allait répondre quand Falco bondit vers la fenêtre, aboyant avec force. Dehors, une silhouette chancelante descendait la colline qui bordait la propriété. C'était Jeanne Bastien, la voisine âgée, une veuve vivant à un bon kilomètre de là. Elle s'écroula à genoux dans la boue, le souffle coupé. Aurélien se précipita vers elle avec Élise et Falco sur ses talons. « Inondation !» haleta la vieille dame. « Le ruisseau a débordé. Je suis coincé. » Dans les vallées encaissées de la région, ce genre de crue éclair pouvait tout couper. Sans attendre, Aurélien aida Jeanne à monter à l'arrière de son pick-up, mais Falco, lui, refusait de grimper dans le véhicule. Il courait déjà en direction opposée, s'arrêtant pour aboyer, les incitant à le suivre. « Il veut nous guider ?» devina Aurélien. « Falco, cherche !» Le chien fila en tête, prenant un chemin étroit en bordure du bois. La route, quant à elle, était déjà envahie par les eaux. Ils durent laisser le véhicule sur le bas-côté et finir à pied, Falco vérifiant régulièrement qu'il le suivait. Il les mena à la maison de Jeanne déjà encerclée par l'eau. Mais il ne s'y arrêta pas. Il poursuivit vers l'arrière, contournant le bâtiment pour s'arrêter devant une vieille de trappe en bois, à moitié submergée. Une cave, le cœur d'Aurélien s'arrêta. Quelqu'un était là-dessous. Il pataugea dans l'eau boueuse, souleva la porte avec difficulté. La pression de l'eau luttait contre lui, mais il parvint à l'ouvrir juste assez pour voir l'intérieur. Des cris étouffés s'élevèrent de la pénombre. « Tenez bon !» hurla-t-il. Falco plongea sans hésitation dans l'escalier inondé. Aurélien le suivit, l'eau jusqu'aux genoux. Dans le faisceau de sa lampe de téléphone, il aperçut une silhouette recroquevillée sur un établi à moitié submergé. Un adolescent tremblant accroché à une bouteille d'oxygène. Le petit-fils de Jeanne, Aurélien le reconnut aussitôt. Un gamin qui l'aidait parfois pour du petit jardinage. « Théo !» cria-t-il, s'approchant. Le garçon claquait des dents. « J'étais venu récupérer les médicaments de mamie et des photos, puis l'eau est de montée. » Aurélien tenta de le rassurer. L'ouverture qu'il avait utilisée était maintenant hors de portée. L'eau atteignait sa poitrine. Il scruta la pièce à la recherche d'une issue. Falco aboya, attirant son attention vers un conduit étroit, un ancien puits à charbon utilisé autrefois pour l'alimentation en combustible. Trop petit pour un adulte, mais peut-être pas pour un adolescent. « Tu vas passer par là ?» ordonna Aurélien. Il hissa Théo jusqu'à l'ouverture. Falco le suivit, disparaissant à son tour dans le tunnel. Aurélien entendit leurs pas émerger à l'extérieur. Il tenta alors de passer lui aussi, mais son torse était trop large. L'eau montait toujours. Le froid, la panique, les souvenirs de la mine, tout revenait. Il suffoqua. Une silhouette apparut à l'ouverture. Falco, il aboya, furieux, les yeux braqués sur Aurélien. Cela suffit à le recentrer. Il prit une longue inspiration, se détendit et poussa de toutes ses forces. Le métal râpa sa peau, mais il parvint à émerger à l'air libre.
Gisant dans la boue, il sentit Falco lécher son visage avec insistance. Théo courait déjà vers le véhicule où Jeanne attendait. Aurélien se releva, chancelant, Falco toujours collé à lui. L'histoire se répandit vite dans la petite vallée. Le soir même, les journaux locaux titraient « Un survivant de l'accident de la mine sauve un adolescent d'une inondation grâce à son ancien chien de sauvetage ». Une photo de Falco assis fièrement à côté de Théo et Aurélien fit le tour de la région. Le lendemain, des voisins, des amis, des inconnus vinrent de frapper à la porte d'Aurélien. On lui apportait de la nourriture, on voulait voir le chien. Pour la première fois depuis l'accident, il ne se sentait plus seul. Falco accueillait les visiteurs avec un calme digne d'un professionnel. Il acceptait les caresses, posait parfois la tête sur une main tremblante, puis revenait toujours auprès d'Aurélien comme s'il ne voulait plus jamais le perdre de vue. Mais tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. Ce même après-midi, dans le petit restaurant du village, Aurélien fut interpellé par un groupe d'hommes, des proches des mineurs disparus. « T'as le temps de jouer les zéros avec ton clébard », lâcha l'un d'eux avec amertume. « Mais t'as jamais dit un mot sur ce qui s'est vraiment passé là-bas? T'étais là, toi, tu sais ?» Aurélien ne répondit pas. Il n'avait pas la force, car il savait que l'homme avait raison. Ce soir-là, sur le perron de sa cabane, alors que le soleil déclinait, Élise arriva, un dossier sous le bras. « On a reçu ça au journal, dit-elle, le visage tendu. » Elle lui tendit une grande enveloppe. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, lui et Falco, en train de creuser près du fossé. Une phrase écrite au marqueur rouge, en lettres capitales, « Arrête de creuser ou on t'enterre avec ». Aurélien sentit sa gorge se serrer. Mais cette fois, ce n'était plus la peur qui le dominait, c'était la colère. « Ils pensent qu'on va reculer ?» murmura Aurélien, les yeux rivés sur la photo. « Qu'ils peuvent continuer à écraser des gens, effacer des vies, et qu'on va juste baisser les yeux ?» Il leva les yeux vers Élise. « Ils se trompent. Alors il est temps d'aller au bout, répondit-elle. J'ai continué à creuser de mon côté aussi. Tu te souviens d'Adrien Cazel, le contremaître dont le corps n'a jamais été retrouvé ?» Aurélien acquiesça lentement. Officiellement, il était trop profondément enseveli pour qu'on le récupère. Élise sortit une feuille imprimée. Sauf que, 3 semaines après la clôture de l'enquête, quelqu'un a ouvert un compte bancaire dans le Kentucky en utilisant son numéro de sécurité sociale. La signature ne correspond pas totalement, mais elle est assez proche pour éveiller les soupçons. Le sang d'Aurélien se figea. « Tu crois qu'il est vivant ? Je crois que c'est possible, dit-elle d'un ton mesuré. Et s'il est en vie, il sait ce qu'il s'est vraiment passé. Il sait pourquoi Falco a été laissé pour mort. » À cet instant, Falco redressa la tête brusquement, les oreilles pointées vers la route. Un grondement rauque monta dans sa gorge, un moteur approchait. Aurélien se tendit immédiatement. Mais le véhicule qui arriva n'était pas menaçant. C'était le vieux pick-up de Boris Lemoine, un ancien collègue de la mine et l'un des rares qui lui adressait encore la parole depuis l'accident. Boris descendit de son véhicule, une vieille gazette à la main. Il tendit le journal à Aurélien sans un mot. Page 3. Un journal local de l'autre côté de la frontière. Je l'ai vu chez ma sœur. Aurélien déplia le journal. Il fallut à peine une seconde pour que ses yeux tombent sur une photo. Un concours de dressage de chiens. Et sur cette photo, l'homme qui tenait en laisse un border collie n'était autre qu'Adrien Cazel. Barbe, cheveux différents, non modifiés. Il se faisait appeler Claude Henrique, mais c'était lui. « Dis-moi que c'est pas vrai » murmura Boris. Aurélien sentit son estomac se nouer. « C'est lui, il a fui. Pendant qu'on enterrait nos collègues, il jouait à une nouvelle vie. Et c'est vrai, ce qu'on raconte, que t'as trouvé un rapport qu'il avait caché ?» Aurélien jeta un coup d'œil à Élise, puis hocha la tête. On pense qu'il l'a volontairement enterré, et que Falco l'a retrouvé. Le visage buriné de Boris se durcit. « Alors t'as pas le choix, tu dois finir ce que ce chien a commencé. Pour nous tous. » Après le départ de Boris, la décision fut prise sans même être discutée. Ils allaient partir pour le Kentucky. Ils allaient retrouver Adrien, l'obliger à parler et faire éclater la vérité. Le lendemain, Falco sauta dans le pick-up sans hésitation, prêt à affronter ce qui l'attendait. Ils roulèrent toute la nuit, prenant des relais au volant, Falco couché entre eux en alerte constante. Le lendemain après-midi, ils atteignirent les abords d'une petite ville paisible, Larchwood, tout droit sorti d'une carte postale. Bâtiments en briquelet rouge, drapeaux américains suspendus aux fenêtres, l'illusion d'un lieu sans histoire. Selon l'article, le concours de dressage avait eu lieu sur le terrain de la foire locale, à la périphérie. Aurélien gara le pick-up à l'abri des regards, près des écuries. « Comment tu veux procéder ?» demanda Élise, ajustant la sangle de son sac contenant caméra et dictaphone. «
On laisse Falco le trouver. S'il est vraiment l'ancien maître, il le reconnaîtra. Falco, déjà en alerte, se tenait debout, dans la benne, le museau agité. Aurélien sortit un vieux t-shirt portant l'odeur d'Adrien, un vêtement qu'il avait conservé dans son casier après l'accident, sans vraiment savoir pourquoi. Il le tendit au chien. « Cherche-le, mon vieux, tu sais qui c'est. » Dès que Falco renifla le tissu, son attitude changea. Il se raidit, son regard se fit plus précis, son corps tendu dans une concentration intense. Il tourna le dos au terrain d'entraînement principal, là où se rassemblaient les participants du jour, pour suivre une piste discrète à travers les installations. Aurélien et Élise le suivirent, les pas discrets, les cœurs battants. Falco s'arrêta devant un petit bâtiment préfabriqué, servant de bureau. Par la fenêtre, ils virent un homme penché sur des papiers. Même de dos, sa posture, la façon dont il tenait son stylo, laissait peu de place au doute. Adrien, l'ancien contremaître supposé mort, vivant, calme, comme si rien ne s'était passé. Aurélien sentit la colère monter comme une marée. Falco, lui, s'approcha doucement de la porte, la truffe contre le bois, puis se tourna vers Aurélien comme pour lui dire « C'est lui, il est là », dit Aurélien dans un souffle. Élise sortit sa caméra et hocha la tête. « On y va !» Ils poussèrent la porte, non verrouillée. Adrien ne leva même pas les yeux. « Les formulaires d'inscription sont sur le comptoir », dit-il d'un ton mécanique, pensant avoir affaire à un nouveau participant. « Bonjour Adrien », dit Aurélien calmement. L'homme se figea. Lentement, il se retourna. Et blanchit à vue d'œil en découvrant Falco, figé au garde-à-vous, et Aurélien debout derrière lui. « C'est impossible », murmura Adrien, les yeux fixés sur Falco. « Il m'avait dit… » Il s'interrompit, recula jusqu'à heurter le mur du fond. « Qu'est-ce qu'il t'avait dit, hein ?» lança Aurélien en avançant d'un pas. « Qu'il l'avait éliminé, comme ils t'ont fait disparaître ?» Adrien jeta un coup d'œil vers la porte. Élise s'y tenait, caméra levée, bloquant toute retraite. Il baissa les épaules. « Vous comprenez pas ? Vous comprenez pas ce qui s'est passé ? Alors explique !» gronda Aurélien. « Dis-moi pourquoi tu respires encore pendant que 13 hommes sont sous la roche. Dis-moi pourquoi Falco a fini à moitié mort dans une cage. Et dis-moi ce que tu as fait du rapport que t'as enterré. » Pendant 1 heure entière, dans ce petit bureau sans âme, les mots se sont mis à couler. Pas des excuses, pas vraiment. Plutôt une confession égarée, extorquée par la vérité revenue frapper à sa porte sous les traits d'un chien qu'il croyait à jamais disparu. Adrien Cazelle raconta tout. Les mois précédant la catastrophe, les rapports de plus en plus alarmants, les relevés de méthane affolants, et toujours les mêmes réponses de la hiérarchie. Pas maintenant, attends la fin du mois. Ne fais pas de vagues. Il avait signalé les dangers, documenté chaque défaillance, chaque fuite, chaque alarme. Mais tout était enterré, classé, ignoré, jusqu'à ce rapport final, le plus crucial de tous. Celui que Falco avait retrouvé dans la terre humide. J'ai remis une copie à Blackstone en main propre, souffla Adrien. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il s'en occupait lundi. C'était un vendredi soir. Aurélien serra les poings. Et tu l'as cru. Adrien acquiesça, honteux. J'aurais dû appeler l'inspection fédérale. J'aurais dû me battre, mais j'étais épuisé. On travaillait en sous-effectif. Les gars me faisaient confiance et je n'ai pas été à la hauteur. Il raconta l'explosion, le noir total, le vacarme qui avait fait vibrer jusqu'à ses os. Il avait été projeté dans une alcôve latérale protégée par un miracle, enfermé 3 jours dans l'obscurité. C'est Falco qui m'a trouvé. Sa voix se brisa. Il a creusé, il m'a sorti de là. Pas les secours fédéraux, pas la police. Des types de la compagnie, avec des chiens, des hommes en noir, sans badge, sans nom. La suite était encore plus glaçante. Il avait été emmené, soigné dans un centre privé appartenant à la compagnie. Là, Blackstone lui avait fait une offre, de l'argent, une nouvelle identité et le silence en échange. Sinon, il endosserait l'entière responsabilité de l'accident. « J'ai eu peur », avoua-t-il. « Je me suis dit que si je parlais, je finirais en prison. Alors j'ai accepté. J'ai signé leurs papiers, j'ai disparu. » Aurélien le regardait comme s'il le voyait pour la première fois. « Et Falco ?» Adrien détourna le regard. Ils ont dit qu'il posait problème, qu'il voulait sans cesse revenir à la mine. Il ne pouvait pas se permettre ça. Ils ont parlé de l'euthanasier, Il s'interrompit, incapable de finir. Tu l'as laissé derrière, comme les autres. À l'extérieur, le jour commençait à décliner. Élise avait tout enregistré. Elle envoya les fichiers à plusieurs adresses sécurisées. Le courrier, un contact au parquet régional, une cellule d'enquête indépendante. C'est lancé, dit-elle, et on ne peut plus revenir en arrière.
Un bruit de moteur attira leur attention. Un SUV noir s'arrêta sur le parking désert. 3 hommes en descendirent, tous en costume sombre. L'un d'eux, immédiatement reconnaissable, était Jack Blackstone, le directeur régional de la compagnie minière des Massifs. L'homme même qu'Aurélien avait vu témoigner devant les familles des victimes, jurant que toutes les procédures avaient été respectées. L'homme qui avait fait taire Adrien. Falco se redressa d'un bloc, les muscles bandés, son corps entier vibrait d'un mélange de tension, d'instinct et de lucidité absolue. Il savait. Blackstone s'avança d'un pas lent, arrogant, son regard fixé sur Aurélien. « Morel, un sacré détour pour de vieilles histoires. C'est votre conscience qui devrait faire le détour, » répondit Aurélien le ton glacé. « Où est-ce qu'il en reste ?» Blackstone ne sourcilla pas. « Tu as trouvé Cazel ? J'imagine que tu penses avoir gagné ?» Il jeta un œil au dictaphone posé sur la table. « Les mots s'effacent, tu sais. Les fichiers disparaissent. Les souvenirs se brouillent. » Aurélien s'interposa devant Élise. « Peut-être, mais Falco, lui, ne ment pas. Et tu viens de lui rappeler pourquoi il ne t'a jamais oublié. » Le chien était à quelques centimètres de Blackstone, grognant bas, les crocs à demi découverts. L'homme fit un pas en arrière malgré lui. « Tu vas effacer cette merde, et tout de suite !» ordonna Blackstone, son ton redevenu menaçant. Les 2 hommes qui l'accompagnaient s'étaient légèrement décalés, révélant sous leur veste les contournettes d'armes dissimulées. « Sinon, ce sera nous qui disparaîtrons. » Cazel comprit, mais cette fois, Aurélien n'était pas seul. Derrière eux, les sirènes d'un convoi de police locale résonnèrent. Quelqu'un, peut-être Élise, ou peut-être un contact au journal, avait eu le bon sens de prévenir les autorités. Les agents sortirent des voitures, armes à la main, encerclant la scène. Blackstone recula lentement. « Ce n'est pas terminé, » lança-t-il d'une voix cinglante. « Vous n'avez aucune idée de qui vous affrontez. »« Si, » répondit Aurélien, posant une main ferme sur la nuque de Falco. « Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Blackstone remonta dans son SUV sans un mot de plus. La poussière soulevée par les pneus s'éleva comme un rideau de menaces, mais Falco resta debout, imperturbable, comme un gardien entre 2 mondes. La suite se passa à toute vitesse. Déposition, transfert de fichiers, protection d'Adrien sous escorte, témoignage officiel enregistré. Et au cœur de tout cela, Falco, toujours aux côtés d'Aurélien, comme s'il attendait ce jour depuis le début. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à retourner en Haute-Vienne, une dernière tentative d'intimidation surgit. En rentrant dans leur chambre d'hôtel, ils découvrirent un micro-espion dissimulé dans le chambranle. Falco l'avait détecté avant même qu'ils ne franchissent le pas de la porte. « Ils sont toujours là », dit Élise en le tenant dans un mouchoir. « Ils cherchent encore à nous faire taire. » Aurélien observa Falco, couché au pied du lit, mais les yeux grands ouverts, toujours prêt. « Pas grave, répondit-il. « Demain on rentre. On fait face. » Ils roulèrent toute la nuit vers la Haute-Vienne, escortés par 2 véhicules de la gendarmerie. Falco, entre Aurélien et Élise, ne dormit presque pas. Il alternait entre une vigilance silencieuse et des moments où sa tête venait se poser brièvement sur la jambe d'Aurélien, comme pour lui rappeler « Je suis là, on y va ensemble ». À leur arrivée au tribunal de Limoges, c'était déjà l'effervescence. Des représentants du ministère de la Justice, des inspecteurs de la Direction générale du travail, des journalistes et surtout des familles. Celles des 13 disparues, celles qui n'avaient plus entendu parler d'Aurélien depuis des mois, celles qui avaient attendu un miracle, puis une vérité, puis un semblant de justice. Adrien Cazel fut escorté dans une salle sécurisée, tandis qu'Aurélien et Élise étaient conduits dans une pièce voisine, où Falco avait le droit d'être présent. Une procureure d'expérience les accueillit, le regard dur mais juste. « Ce chien ne nous quitte pas, compris ?» dit-elle en s'adressant à ses collègues. « Il fait partie intégrante de cette affaire. » Ils passèrent des heures à tout raconter, encore, en détail, depuis la vente aux enchères jusqu'à la confrontation avec Blackstone. Les preuves physiques, les enregistrements, les témoignages croisés. Falco restait à leurs pieds, alerte, comme s'il veillait sur la parole elle-même. Quand enfin ils purent sortir pour prendre l'air, il faisait nuit. Des agents leur indiquèrent un hôtel sécurisé. Quelqu'un a tenté d'entrer dans la chambre d'Adrien pendant qu'il déposait son témoignage, expliqua l'un d'eux. Il faut être très prudent. Mais la prudence n'empêcha pas la peur de revenir frapper. À peine arrivé à l'hôtel, Falco se tendit brusquement. Il grogna, se posta devant la porte de la chambre. Aurélien s'arrêta net. Un cliquetis, discret, venait du couloir. Il bondit vers l'angle.
Une silhouette en noir détalait déjà vers la cage d'escalier. « Sécurité !» hurla-t-il. Plusieurs gendarmes surgirent, mais l'intrus s'était déjà enfui. Ce qu'ils découvrirent ensuite, glissé dans le cadre de la porte, glaça le sang d'Élise. Un nouveau dispositif d'écoute, dissimulé dans un faux bouton de porte. « Il cherche quelque chose de précis », murmura-t-elle. « Ce n'est plus juste de l'intimidation, ils veulent se détruire les preuves. »« Où retrouver Falco ?» souffla Aurélien. Il regarda son compagnon canin. S'il est capable de trouver des rapports enterrés, d'identifier des lieux, alors il est une menace pour eux. Le lendemain matin, sous un ciel bas et une lumière grise, ils se rendirent au tribunal pour l'audience publique. Le bâtiment était encerclé de journalistes, de pancartes, de familles en colère, en deuil, en attente. Falco, muselé mais droit, marchait à côté d'Aurélien comme un soldat en uniforme. À l'intérieur, le silence tomba dès qu'ils pénétrèrent dans la grande salle. Les familles les regardèrent, certains avec gratitude, d'autres avec un mélange de douleur et de reproche. Aurélien sentit tout le poids de sa culpabilité, de son silence, revenir l'écraser. Il baissa brièvement les yeux, jusqu'à ce qu'il sente Falco presser son flanc contre sa jambe. Un ancrage, un rappel. Tiens bon. Adrien fut appelé à la barre. Lorsqu'il entra dans la salle, un murmure se répandit. Certains se levèrent, d'autres pleuraient. Un homme cria « C'est lui !» Il a dit que tout allait bien. Mais le président du tribunal ramena le calme. Adrien, visiblement brisé mais déterminé, raconta tout, de sa propre bouche. L'omerta, les ordres de ne pas alerter, le rapport falsifié, la proposition d'être effacé en échange de son silence. Et la façon dont Falco l'avait retrouvé, puis conduit à la vérité, mais c'est lorsqu'un huissier rentra dans la salle en escortant un homme en uniforme, menotté, que la tension explosa. Un des anciens agents de sécurité de la compagnie. Celui-là même qui, quelques jours plus tôt, avait tenté de détruire une carte mémoire contenant toutes les sauvegardes de documents et d'échanges internes. L'homme baissa la tête mais confirma « J'ai été payé pour faire disparaître tout ce que je trouverai. J'ai reçu des instructions claires, retrouver le chien. Et si possible, le neutraliser avant l'audience. » Un silence de mort s'installa, puis un gémissement sec de Falco. Il était debout, tête haute, les yeux braqués sur l'homme. Il n'aboyait pas. Il se contentait de regarder, d'attendre, comme pour dire « Je t'ai vu ». Et maintenant, c'est terminé. Dans la salle, une femme se leva. C'était la veuve de Marc Nolin, un des mineurs morts ce jour-là. Elle regarda Aurélien droit dans les yeux. « Et vous ? Vous saviez ? Vous aviez ce rapport ? Vous l'avez vu mourir ?» Aurélien se leva lentement, la gorge nouée. « Je n'ai su qu'après. Je n'ai pas compris tout de suite ce que Falco essayait de me dire. Et quand j'ai compris, j'ai agi. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux faire en sorte que plus personne ne soit enterré sous des mensonges. » Il sentit Falco se rapprocher. Le chien s'assit à ses pieds, tranquille comme un point final à cette déclaration. Le tumulte dans la salle fut interrompu par un mouvement au fond de l'auditoire. 2 agents du parquet escortaient un homme vers le bureau du procureur. L'un d'eux portait une pochette de preuves plastifiée. À l'intérieur, des seringues, des fléchettes anesthésiantes et des sangles. « Ce matériel a été saisi cette nuit », annonça la procureure en s'adressant au juge. Il était en possession d'un sous-traitant de la compagnie minière. Les ordres étaient clairs, capturer ou éliminer le chien. Des murmures d'indignation secouèrent les rangs. L'un des avocats adverses tenta de protester. « Tout cela est une mise en scène. Ce n'est pas recevable. » Mais la procureure leva calmement une feuille imprimée. L'ordre de mission est signé de la main de Jacques Blackstone. La salle explosa. Pas de cris, pas de hurlements. Juste cette onde silencieuse d'un choc collectif. Le masque venait de tomber, celui de l'industriel respectable, du dirigeant modèle. Ne restait que la vérité nue, un homme prêt à sacrifier 13 vies pour préserver ses profits, et un chien qu'il avait sous-estimé. Un vieil homme au premier rang se leva, c'était Pierre Loisel, père et grand-père de 2 mineurs morts dans l'effondrement. Sa voix claqua comme une sentence. Qu'on le laisse faire ce qu'il sait faire. Laissez le chien nous montrer. Le juge hésita, consulta brièvement ses assesseurs, puis se tourna vers Aurélien. « Monsieur Morel, le tribunal accepte une démonstration sur le site de la mine. Si ce chien peut nous indiquer d'autres lieux pertinents pour l'enquête, qu'il nous y mène. » Quelques heures plus tard, sous un ciel lourd de menaces, une étrange procession gravissait les chemins menant au site de l'ancien puits. Des gendarmes,
des experts judiciaires, des procureurs, des journalistes. Et au centre de tout cela, Falco s'en laisse, concentré, le regard fixé sur la montagne, comme s'il savait exactement ce qu'il allait retrouver. Il ne s'arrêta pas devant l'entrée principale murée, il continua, longea un grillage effondré, traversa une zone d'herbe haute, puis il s'immobilisa devant un vieux local technique oublié de tous, un aboiement sec. Il gratta la porte. « Ouvrez !» ordonna la procureure. L'intérieur était poussiéreux, presque vide, sauf ce plancher, visiblement plus récent. Du contreplaqué posé à la hâte. Des agents retirèrent les planches, dévoilant un vide rempli de sacs plastiques et de boîtes. À l'intérieur, des dossiers, des centaines, des rapports de sécurité, des alertes ignorées, des recommandations jamais suivies. Et surtout, des courriels imprimés, signés, horodatés, certains par Adrien Cazelle, d'autres par Jack Blackstone lui-même. Le silence s'abattit comme une chape de plomb. Même les journalistes restèrent figés. L'un des gendarmes ouvrit une chemise cartonnée. Il la lut à voix basse, puis leva les yeux. Cette note date de 2 jours avant l'explosion. Elle évoque une alerte à l'hydrogène sulfuré dans la galerie nord. Signé, lu, ignoré. Le juge, qui avait fait le déplacement, s'approcha à son tour. Il regarda Falco, assis, digne, son regard fixé sur le vide du sol creusé. Ce chien vient peut-être de faire plus pour la justice que toute une commission parlementaire, souffla-t-il. Et puis, alors que tout le monde s'affairait autour des preuves, Falco dressa brusquement les oreilles. Il se tourna vers la forêt, en bordure du site. Aurélien comprit aussitôt. Il a senti quelque chose. Il suivit son compagnon canin qui s'élança vers les bois. Plusieurs agents se mirent à courir derrière eux. Falco s'arrêta au pied d'un arbre couché. Là, recroquevillé derrière une souche, un homme en uniforme de sécurité, transpirant, le regard affolé. Il tenait quelque chose dans sa main. Une clé USB. Falco se plaça devant lui, grognant mais sans attaquer. « Pose ça !» dit Aurélien calmement. L'homme hésita, puis obéit, les bras levés. Les gendarmes arrivèrent à temps pour le menotter. L'un d'eux ramassa la clé. L'homme murmura, vaincu, « C'est la copie. Tous les fichiers internes. Blackstone m'a ordonné de les effacer si l'audience tournait mal, mais je pouvais pas. » Falco retourna vers Aurélien et posa sa tête contre sa jambe. Une fois encore, il avait trouvé ce que les hommes voulaient dissimuler. De retour au site, le juge confirma que tout serait placé sous scellé immédiatement. Des unités spécialisées prendraient le relais. Jack Blackstone, à ce moment précis, était déjà en garde à vue. Adrien, quant à lui, avait été transféré dans un lieu sécurisé. Il allait témoigner à visage découvert. Ce soir-là, au journal télévisé national, le nom de Falco fut prononcé comme un héros. Pas seulement pour avoir sauvé un adolescent ou pour sa loyauté retrouvée, mais pour avoir déterré, au sens propre, ce que personne ne voulait voir. La tempête éclata le lendemain de leur retour. Pas une tempête de vent ou de pluie, une tempête médiatique, politique, judiciaire. Le nom de Jack Blackstone, autrefois gravé dans le marbre des conventions industrielles, s'étalait désormais en lettres noires sur les unes. Mensonge sous terre, 13 morts, une vérité enterrée, le chien qui a fait trembler la compagnie des massifs. Falco, le berger allemand silencieux, était devenu le symbole d'une mémoire qui refuse de mourir. Pendant que les procureurs dressaient l'acte d'accusation contre Blackstone et 2 de ses collaborateurs, tandis que les familles des victimes formaient une coalition pour porter plainte aux civils, Aurélien, lui, restait à distance du tumulte. Il n'accordait pas d'interview, il refusait les plateaux télé. Il n'avait rien à dire que Falco n'avait pas déjà crié dans le silence. Il passait ses journées à reconstruire ce qui pouvait l'être. Un refuge, une mission, un endroit pour que d'autres trouvent leur voix ou leur silence. La vieille cabane de son grand-père s'était métamorphosée. Des bénévoles avaient apporté du bois, des outils, des bras. Marie Loisel, veuve d'un des disparus, venait chaque matin aider à préparer le café. Boris Lemoine donnait un coup de main pour clôturer le terrain. Élise, elle, avait réduit son temps de travail au courrier pour se consacrer à ce projet devenu évident. Le refuge des silences, un centre d'accueil et de rééducation pour chiens de travail blessés ou abandonnés. Mais pas seulement. Un lieu où les familles des mineurs pouvaient venir parler, ou ne rien dire, juste être là. Falco, lui, était le cœur battant du lieu. Chaque jour, il guidait les nouveaux chiens, les rassurait, les entraînait avec une précision intacte.
On l'appelait le vieux soldat, même si sa vigueur démentait son âge. Les enfants venaient le voir avec un mélange de respect et d'émerveillement. Il tolérait tout, les petites mains maladroites, les baisers humides, les cris aigus. Mais jamais il ne restait loin d'Aurélien. Son poste restait le même chaque soir, couché près de la véranda, face à la forêt. Un samedi matin, alors que le centre préparait un atelier pour des adolescents traumatisés, une camionnette se gara au portail. Falco, alerte, se leva, mais ne grogna pas. C'était Walter Mirou, ancien inspecteur de sécurité de la compagnie à la retraite depuis 2 mois avant l'effondrement. Un homme que tout le monde avait oublié. Il sortit lentement de son véhicule, une mallette en cuir fatiguée à la main. « Je savais que je devais venir, dit-il à Aurélien. J'ai vu le reportage, j'ai reconnu la mine, les dossiers, et je... » Il déglutit, puis ouvrit sa mallette. À l'intérieur, des plans, des notes manuscrites, des copies de rapports. J'ai gardé tout ce que j'ai pu quand ils m'ont forcé à partir. Je savais qu'un jour, quelqu'un chercherait la vérité. Ils passèrent l'après-midi ensemble dans le petit bureau rénové de la cabane. Élise recopiait, scannait, classait. Walter parlait peu, mais ce qu'il apportait comblait les dernières lacunes du puzzle. Des preuves concrètes d'années de falsification, d'alarmes non transmises, de réunions internes où l'on parlait d'accidents potentiels, comme d'un risque budgétaire acceptable. Quand le soleil se coucha, Falco, comme chaque soir, se leva et suivit Aurélien jusqu'au mémorial. 13 stèles de pierre blanche, simples, alignées à flanc de colline. Pas de croix, juste des prénoms et une lanterne allumée chaque samedi soir. Ce jour-là, c'est Élise qui lut les noms. À la fin, Falco se leva, aboya une seule fois, puis s'assit, digne. C'était devenu son rituel. Un appel dans la nuit, un écho pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de dire adieu. Dans les semaines qui suivirent, la justice poursuivit son œuvre. Jacques Blackstone fut inculpé pour homicide involontaire, falsification de documents, obstruction à la justice. Il fut placé en détention provisoire dans une prison de la région. Les premiers entretiens des victimes commencèrent. Et Falco fut officiellement reconnu comme témoin matériel dans l'enquête, une première dans l'histoire judiciaire du pays. Mais malgré les titres, malgré les procès, ce n'est pas dans les prétoires que la reconstruction prenait forme. C'était ici, dans cette clairière silencieuse, là où un vieux chien veillait, là où des enfants apprenaient à respirer sans trembler, là où des pères en deuil retrouvaient un souffle en posant la main sur une fourrure chaude et bienveillante. Un matin d'automne, alors qu'Aurélien préparait du café pour les bénévoles, Falco s'arrêta à l'entrée du sentier qui menait au mémorial. Il se retourna, un homme était là, seul, Adrien Cazelle. Il restait à distance, n'osant pas entrer. Falco ne grogna pas. Il l'observa longuement, puis s'approcha, lentement, prudemment. Adrien tendit la main. Falco la renifla, puis s'en allait sans bruit, posa sa tête contre ses doigts. Ce n'était pas du pardon, mais c'était un début. Aurélien les observait depuis le seuil, une tasse chaude entre les mains. Le soleil filtrait à travers les feuillages rougis, traçant des ombres longues et calmes sur le sol. Il ne dit rien. Falco était le seul juge nécessaire dans cette scène. S'il lui acceptait ce contact, alors peut-être que le pardon, à défaut de réparation, était envisageable. Adrien leva les yeux vers Aurélien. « Je ne suis pas venu pour qu'on m'accueille, je sais que je ne mérite pas. Mais je voulais voir l'endroit. Voir ce que vous avez fait ici. » Sa voix tremblait, pas de peur mais d'un poids trop longtemps contenu. Aurélien hocha la tête sans animosité. « C'est ouvert. Pour ceux qui veulent te réparer au lieu de fuir. » Ce fut le début d'une présence discrète. Adrien venait de temps à autre. Il ne participait pas aux ateliers, il ne parlait presque pas aux autres, mais il réparait les clôtures, remettait en état les équipements, aidait Walter à sécuriser les sentiers du centre de formation. Falco le surveillait au début. Puis peu à peu, il l'accepta. Pendant ce temps, Élise développait les programmes du refuge avec une efficacité silencieuse. Un partenariat fut signé avec une association de vétérans. Des enfants endeuillés venaient les samedis apprendre à marcher aux côtés de chiens calmes et patients. Falco restait l'exemple à suivre. Et dans le regard des familles, on lisait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de l'espoir. Un soir de novembre, alors que la nuit tombait tôt, une voiture banalisée se gara près du portail. Aurélien, Falco à ses côtés, s'avança. Une femme sortit, tailleur sobre, regard épuisé. « Maître Cormier » dit-elle en tendant sa carte. « Je suis la procureure en charge de l'instruction complémentaire. » Ils s'assirent autour de la grande table de bois dans la salle commune. « On a besoin de vous à l'audience finale.
pas seulement comme témoin, comme partie civile et comme figure, vous êtes celui qui a révélé la vérité. Aurélien baissa les yeux. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il désigna Falco, allongé près du poêle. C'est lui qui a tout senti, tout trouvé, tout ramené. La magistrate sourit faiblement. Et c'est vous qui avez décidé de le suivre. La justice reconnaît les faits, mais elle a besoin d'une voix, pas seulement de preuves. Elle marqua une pause. Il y a une autre chose. Le ministère de l'Intérieur souhaite que Falco reçoive une décoration. Pour acte de bravoure, ce serait la première fois qu'un chien civil l'obtient. Aurélien fronça les sourcils. Falco ne se soucie pas des médailles. Ce qu'il veut, c'est rester ici, continuer à guider ceux qui en ont besoin. La procureure hocha la tête. On ne le forcera à rien, mais s'il acceptait, ce serait un symbole puissant. Les jours suivants, le refuge fut en ébullition. Les familles commencèrent à revenir, pas seulement pour poser des fleurs au mémorial, mais pour prendre part, offrir leur aide, préparer les repas, partager un silence autour du feu. Le samedi soir, comme toujours, Falco se tenait droit pendant la lecture des noms. Et cette fois, quand Élise prononça Marc Loisel, son aboiement fut suivi par d'autres. 2 jeunes chiens en formation, dressés par d'anciens mineurs, s'étaient mis à aboyer doucement à leur tour. Un frisson parcourut l'assemblée, comme si la mémoire n'était plus portée par un seul cœur, mais par toute une meute. Le matin de l'audience finale arriva. Falco, brossé, muselé par précaution mais libre de ses mouvements, prit place à l'entrée du palais de justice. Une foule immense s'était rassemblée. Aurélien marchait à ses côtés, Élise un pas derrière. Dans la salle, les caméras s'étaient installées, les familles remplies de gravité. Jacques Blackstone, vêtu d'un costume bien trop propre, entra escorté par 2 gendarmes. Lorsque Falco se leva à la vue de l'homme, un frémissement parcourut la pièce. Il ne grogna pas. Il ne montra pas les crocs. Il le fixa. Et cela suffit. L'ancien PDG baissa les yeux. Aurélien témoigna, puis Élise, puis Adrien d'une voix tremblante mais entière. Quand vint le moment de conclure, le juge se leva. Il désigna Falco. Ce chien, que vous avez tenté de faire taire, est devenu votre pire adversaire. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais reculé. Il a simplement continué avec une fidélité que beaucoup d'hommes devraient envier. La justice vous condamne, et la mémoire, elle, vous survivra. À la sortie, Falco reçut sa médaille. Elle brillait à son collier, simple, discrète. Aurélien se pencha et murmura « Ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Pour qu'on n'oublie pas. » L'hiver s'était installé sur la Haute-Vienne, couvrant les bois de givre et les sentiers de silence. Le refuge, lui, ne s'était pas arrêté. Malgré le froid, malgré la neige, la vie continuait. Chaque jour, des anciens mineurs, des enfants, des vétérans franchissaient la barrière en bois marquée de lettres gravées. Le refuge des silences, en hommage aux voix perdues. Et Falco les attendait. Depuis l'audience, quelque chose avait changé chez lui. Il n'était plus simplement le gardien, il était devenu le guide. On l'observait avec admiration, les chiens en formation le suivaient à la trace. Les humains aussi. Il ne donnait pas d'ordre, mais tout le monde savait que son regard, sa posture, son calme étaient des réponses en soi. Aurélien avait lui aussi changé. L'ombre constante dans ses yeux s'était allégée. Il souriait parfois. Il dormait la nuit, sans sursaut, sans cauchemar. Il avait compris que la douleur ne disparaissait jamais complètement, mais qu'on pouvait apprendre à vivre avec, à marcher avec elle comme on marche avec un chien blessé mais debout. Un jour, un journaliste venu faire un reportage posa une question simple. « Est-ce que vous pensez que Falco vous a sauvé ?» Aurélien avait regardé le chien couché à ses pieds, puis il avait répondu « Il ne m'a pas sauvé. Il m'a ramené là où je devais être. » Cette phrase devint un mantra au refuge. On la grava même sur une plaque près de l'entrée. Les enfants de l'école du village venaient régulièrement. Ils dessinaient Falco, inventaient des histoires. Un jour, une petite fille autiste, prénommée Noémie, qui n'avait pas parlé depuis des mois, se pencha vers lui et murmura « Toi, tu comprends sans parler. » Falco posa la tête sur ses genoux, et le silence devint un dialogue. Walter, l'ancien inspecteur, avait repris goût à la vie. Il s'occupait d'un nouveau parcours pédagogique dans un tunnel désaffecté. Il y emmenait des élèves pour leur apprendre ce que devait être une vraie sécurité, pas celle qu'on falsifie sur un écran Excel. Adrien, lui, continuait d'apparaître parfois. Toujours discret, toujours effacé, il répara tout ce qu'il pouvait, sans demander à être pardonné. Il ne le serait peut-être jamais, mais il avait trouvé sa place dans l'ombre, celle d'un homme qui n'efface pas le passé, mais qui tente de ne pas l'enterrer.
Et Élise était partout. Elle avait quitté le journal, elle écrivait maintenant pour ceux qui n'avaient jamais eu de voix, des portraits, des chroniques sur les survivants. Le refuge l'avait transformée autant que les autres. Elle vivait parfois ici, parfois en ville. Mais elle revenait toujours, pour Falco, pour Aurélien, pour tous les autres. Le samedi soir, la tradition se poursuivait. On lisait les 13 noms, chaque fois une lanterne était allumée. Et chaque fois, Falco aboyait une fois. Mais maintenant, d'autres chiens le faisaient avec lui. Une chorale silencieuse devenue rituelle. Les familles participaient, même celles qui n'avaient plus la force de parler. Ici, on comprenait les silences. Et puis arriva ce matin de janvier, un matin gelé, limpide, où tout semblait figé. Falco s'était levé comme d'habitude, avait inspecté les limites du terrain, puis s'était couché près du feu. Mais quelque chose dans son regard était différent. Aurélien le sentit immédiatement. Il s'agenouilla près de lui. Falco leva les yeux, fatigué mais serein. Il n'avait pas mal, il n'était pas malade, il était simplement arrivé, au bout de ce qu'il devait accomplir. « Tu veux qu'on aille marcher ?» demanda Aurélien doucement. Falco se leva, ils prirent le sentier du mémorial, ensemble comme toujours. Pas de hâte, pas de bruit, juste les pas, le souffle et l'écho de tant de souvenirs. Ils s'arrêtèrent devant les stèles. Falco s'assit, il observe chaque nom, puis posa sa tête contre la jambe d'Aurélien. Et ce fut tout. Aurélien comprit. Il resta là longtemps, la main posée sur la fourrure de son compagnon, le visage tourné vers les arbres. Les autres ne tardèrent pas à venir. Élise, Mary, Walter, même Adrien, silencieux au bord du sentier. Personne ne parla. C'était inutile. Le silence, une fois encore, contenait tout. Falco fut enterré à l'orée du bois, à quelques mètres du mémorial. Pas au milieu des stèles, à côté, comme s'il gardait encore les lieux, même dans son repos. Sur une dalle de pierre, et Aurélien fit graver simplement le Falco. Il n'a jamais laissé tomber personne. Les gens vinrent, par dizaines, puis par centaines, pas pour pleurer, pour se souvenir. Des enfants déposèrent des dessins, des mineurs apportèrent leurs anciens casques, peints de messages d'adieu. Une veuve lut un poème. Un adolescent, sauvé des eaux par Falco, déposa une médaille en plastique autour de la pierre. Il murmura « T'as été mon souffle ». Les semaines suivantes, tout changea. Et pourtant, rien ne s'arrêta. Le refuge continua avec plus d'ardeur encore. Le programme Falco fut officiellement lancé. Une initiative nationale de reconnaissance des chiens de travail, de leur droit à une retraite digne et à des soins appropriés. Le ministère de l'Intérieur en fit un modèle. Des centres similaires virent le jour un peu partout, inspirés du calme d'un chien silencieux qui avait fait trembler une montagne. Aurélien reprit les formations. Il forma d'autres dresseurs, d'anciens ouvriers, des hommes et des femmes brisés par d'autres histoires. Il leur montra comment écouter ce qu'un chien ne dit pas, comment faire confiance à l'instinct, à la fidélité, à ce regard qui ne juge jamais. Il portait toujours la médaille de Falco autour du cou, mais ne parlait jamais de lui au passé. Pour lui, Falco n'était pas parti, il était devenu le sol sous ses pas, l'écho dans les arbres, le silence juste avant qu'un enfant n'ose parler. Élise publia un livre, Le chien de mine, racontant toute l'histoire. Pas comme un drame, pas comme un reportage, comme un chant. Un poème fait d'hommes perdus, d'un survivant en colère et d'un berger allemand qui refusait de tourner la page. Le livre fut un succès, mais elle ne courut aucun plateau. Elle restait au refuge. C'était là que son histoire continuait. Walter, lui, rouvrit un vieux tunnel qu'il avait sécurisé avec Adrien. Il en fit un musée pédagogique où l'on apprenait comment ne jamais répéter les erreurs du passé. Au fond de ce tunnel, une salle sobre, avec 13 lumières suspendues, et une niche vide, en pierre, sur laquelle on lisait « Là où les hommes s'égarent, les chiens parfois nous ramènent ». Et Adrien, il continua de venir, chaque semaine, réparer quelque chose. Il n'avait pas été condamné. La justice l'avait entendu, mais il s'était condamné lui-même à ne jamais s'éloigner trop de cette vérité. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais parfois on le voyait au bord du terrain, un vieux collier noir dans les mains. Et ses yeux, fatigués mais lucides, fixaient les montagnes comme s'il attendait encore que Falco ressorte du bois. Un an après, jour pour jour, le refuge organisa une cérémonie. Des lanternes furent allumées, comme chaque samedi, pour les 13, et une 14e pour lui, pour Falco. Un jeune garçon dont le père avait travaillé à la mine lut une lettre. Elle disait simplement « Tu n'as pas sauvé tout le monde, mais tu nous as montré comment continuer. » Et c'était vrai. Falco n'avait pas sauvé tout le monde. Il n'avait pas empêché l'effondrement. Il n'avait pas fait condamner à lui seul les coupables. Mais il avait tenu bon. Il avait montré que, même brisé,
On pouvait chercher encore, gratter la terre, sentir les choses que d'autres avaient choisi d'ignorer. Il avait refusé d'abandonner. Et parfois, c'est ça, être un héros. Alors si tu es là, chez toi, à écouter cette histoire, souviens-toi de lui. Pas pour sa loyauté, ni pour son courage, mais pour cette petite lumière qu'il a laissée derrière lui, celle qui dit « Tu peux continuer ». Même si tu boites, même si tu as été oublié, même si tu as peur, tu peux avancer. Parce que quelque part, il y a un chemin. Et parfois, ce chemin commence avec un chien qu'on pensait perdu. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laisse un like et partage ton ressenti dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle tu nous écoutes. Et surtout, souviens-toi, parfois les héros ont 4 pattes.